Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc le concept est simple, hein, je vous propose des jeux que j'apprécie forcément et je vous propose les règles de ces jeux, c'est-à-dire que je vais sauter tout ce qui est mis en place pour me consacrer uniquement aux règles. Donc aujourd'hui Cooper Island, un excellent jeu, vraiment très très bon jeu. Par contre attention, c'est du lourd, c'est du velu, à réserver aux joueurs expérimentés seulement. Cooper Island va donc se jouer en 5 tours, hein, qui sont représentés par ces 5 bateaux. Le jeton blanc que vous voyez en fait va servir de marqueur de tour. Et à la fin de ce 5e tour, le grand gagnant sera désigné. Chaque tour sera subdivisé en 3 phases. Une phase de revenu, une phase purement d'action où on va placer des ouvriers, et la troisième phase, une phase d'entretien où on va devoir, la plupart du temps, payer des coûts. Il y a 3 zones principales donc dans Cooper Island. Le plateau joueur, avec les ouvriers disponibles, les bâtiments qu'on peut construire. Je reviendrai sur le plateau un petit peu plus tard. La péninsule qu'on va tenter de développer. Et ici, donc, c'est la zone d'action. Là où on va mettre les ouvriers disponibles pour faire l'action choisie. Au début de chaque tour, donc, nous commençons toujours par la phase A, la phase de revenu. Donc chaque joueur, en commençant par le premier joueur, celui qui détient le jeton Cooper, va effectuer sa phase de revenu, à savoir que vous pouvez éventuellement la faire en même temps, il n'y a pas de souci, c'est souvent un peu long. Donc la phase de revenu, c'est qu'on va jouer en fait dans l'ordre qu'on veut toutes les icônes main qu'on a. Alors au début c'est assez simple, nous n'en avons que 2. Celle-là, jouer une action îlot, et ici, jouer une tuile paysage. Par la suite, on pourra construire d'autres bateaux, comme celui-ci, qu'on va mettre là, qui nous apporteront d'autres bonus. Mais au début, donc, nous n'en avons que 2 disponibles. Donc, les tuiles îlots, à ne pas confondre avec les tuiles paysage. La tuile îlot, ici, chaque joueur a sa couleur, la tuile paysage est double face. Sur sa péninsule de départ, donc chaque joueur a placé une tuile paysage simple, avec donc un seul type de terrain. Ça, par exemple, c'est une tuile paysage double. Donc au début, chacun a une tuile paysage simple, c'est une prairie. Les prairies produisent de la nourriture. Donc chaque joueur commencera ainsi. Donc à sa phase de revenu, il a le choix. Donc placer soit une tuile paysage double en premier, soit une tuile îlot en premier. Alors les règles de placement vont être, ça va être toujours à peu près la même chose. Pour placer une tuile îlot, l'îlot ici qui est représenté par une action doit toujours aller sur un banc de sable qui sont là. À savoir que quand je place une tuile, le côté paysage doit toujours être adjacent avec un paysage déjà sur mon plateau. C'est-à-dire qu'ici je pourrais placer mon îlot comme ça, par exemple, comme ça, ou mais de l'autre côté, sur cet autre banc de sable. Voilà. À savoir qu'il y a une petite règle qui dit qu'au premier tour, vous êtes obligé de placer votre premier îlot à droite de cette tuile. C'est-à-dire que je vais donc pouvoir la placer soit là, soit ici. Alors, je vais choisir cette disposition-là. Donc voilà, ma première action, j'ai placé ma tuile îlot. Quand vous placez une tuile, tout de suite, si c'est un paysage, vous mettez la ressource correspondante. Donc là, c'est encore une prairie, donc je vais mettre encore une nourriture. Et tout de suite, je fais l'action îlot. Ici, ça me permet de gagner une pièce. Et attention aussi, parce qu'au prochain tour, lorsque vous devrez replacer une autre tuile îlot, imaginons que je l'avais mise comme ça, celle-là, donc au deuxième tour, quand je dois replacer un îlot, je n'ai pas le droit de recouvrir complètement un banc de sable. Il faut toujours que je vois un banc de sable disponible. C'est-à-dire que le deuxième îlot, par exemple, je le mettrai soit ici, comme ça, ici, je vois le banc de sable, il est disponible, ou soit là. Voilà. Donc, règle très importante, vous n'avez jamais le droit de recouvrir entièrement un banc de sable. Il faut toujours le voir. Pendant la phase revenu, la deuxième action qu'on peut effectuer tous, donc c'est le placement
d'une tuile paysage double. Alors, la tuile paysage double, au niveau du placement, donc on va la placer toujours adjacent à un paysage déjà existant dans notre péninsule. Donc voilà, dans cette zone-là, ici pour moi. Je vais la placer donc comme je veux, à savoir que je ne dois pas recouvrir de ruines. Les ruines, c'est ces petits jetons-là. Je n'ai pas le droit de les recouvrir, donc je les place comme je veux, tant que c'est adjacent à un paysage existant et que je ne recouvre pas de ruines. Donc par exemple, ici, hein, n'oubliez pas que bien sûr, vous choisissez la face que vous voulez. Moi, je vais la mettre comme ça, car ce qui m'intéresse, c'est par exemple les forêts. Une fois que vous avez posé votre tuile paysage, elle produit tout de suite. Il y a 4 ressources donc, dans Cooper Island, hein. Il y a les prairies qui produisent la nourriture, les forêts qui produisent du bois, les colonies qui produisent du tissu, et vous pouvez aussi avoir des montagnes qui produisent en général de la pierre. Je dis en général parce qu'à un certain niveau, les montagnes pourront produire soit de la pierre, soit de l'or. J'y reviendrai dans un instant. Voilà, donc quand vous placez votre tuile, vous la faites produire, il n'y a pas de souci. On peut aussi la placer sur une tuile déjà existante. Voilà, imaginons que, allez, je vais faire ça comme ça, hop, j'avais déjà construit ça, une montagne, une colonie, voilà, donc je veux construire une tuile, et donc la mettre là, par exemple. Alors déjà, il faut que j'ai le même type, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai une tuile où il y ait une face montagne et prairie. Donc là, comme ceci. Pour construire, donc c'est très facile, je vais la mettre par-dessus. Par contre, si il y avait des ressources sur ce terrain, ces ressources sont malheureusement perdues. Je dois les défausser pour placer, hop, la tuile comme ça, par-dessus. À savoir que les colonies qui sont là, elles, par contre, peuvent être placées sur n'importe quel type de terrain. Par exemple, ici, montagne sur montagne obligée, et la colonie, je peux très bien la mettre sur la prairie, là. Voilà, la colonie, on peut la mettre sur n'importe quel type de terrain. Alors, quel est l'intérêt de construire par-dessus? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, je retrouve juste, voilà, comme ça. Donc, quand vous mettez une tuile par-dessus, le niveau de production diffère. C'est-à-dire que là, ce n'est plus une tuile de niveau 1, c'est une tuile de niveau 2. C'est-à-dire que vous allez la faire produire tout de suite. C'est-à-dire que la prairie va produire de la nourriture, la montagne va produire de la pierre. Sauf que quand je voudrais dépenser ces jetons, ces cubes, et bien en fait, ce cube de pierre vaudra 2 pierres. Cette nourriture vaudra 2 nourritures. Tandis que celle-là, ici, vous voyez, tuile de niveau 1, ce cube-là ne vaut qu'une nourriture, et celui-là ne vaut qu'un tissu. Voilà la subtilité de faire des empilements de tuiles, en fait. Plus vous empilez, plus le cube du dessus vaut cher. À savoir que si jamais plus tard dans la partie, je remets une montagne encore, une troisième montagne, hein, alors comment je pourrais faire? Voilà, par exemple avec cette tuile là, la montagne je vais la mettre par dessus, la colonie je peux très bien la mettre là dessus puisque elle, je ne suis pas obligé de respecter les terrains. Je produis donc un tissu, alors j'en ai plus disponible, je vais les prendre ici, un tissu qui vaudra donc 3 tissus, et à partir du niveau 3, lorsque ma montagne produit, je vais soit produire de la pierre, soit produire de l'or. C'est un choix. Donc ici, allez, je vais choisir de produire de la pierre, et ce cube, quand je le dépenserai, ça vaudra 3 pierres. Voilà, donc un petit résumé de comment placer sa tuile, hein. Soit je la place sur un terrain inexploré, donc pas de souci. Bien sûr, n'oubliez pas, vous n'avez jamais le droit de construire sur une ruine. Soit vous placez sur une tuile déjà existante en respectant bien sûr le type de terrain, sauf pour les colonies qui peuvent aller sur n'importe quel type. Soit, dernière chose, je peux le mettre à cheval, tant qu'il y a un seul niveau d'écart. Par exemple, ici, j'ai une tuile de niveau 1, et ici, j'ai une tuile inexplorée. Si je veux, je peux très bien construire comme ça. Alors bien sûr, malheureusement, je vais défausser ce cube de nourriture.
je peux très bien mettre ma tuile comme ça. Par contre, vous voyez bien que là, il y a un niveau d'écart, hein, ça va pas tenir. Donc en fait, vous avez une action gratuite sur votre plateau joueur, qui est ici. Hop, c'est l'action du cartographe. En général, on commence la partie à 3 ou 4 points, ça dépend du joueur. Et pour un point de cartographe, c'est indiqué là, vous avez le droit de mettre une tuile ici. Par contre, pour que ce soit bien, pour que ça tienne bien, en dépensant un point de cartographe, je vais aller chercher une tuile que je mets là. En général, je la place donc du même type, hein. Comme ça, hop, je peux la mettre. Et du coup, plus de chevauchement. Et je les fais produire tout de suite, hein. Ça produit dès que vous mettez une tuile. Donc là, un cube de nourriture, c'est à niveau 2, ce cube vaut 2 nourriture. Et un cube de bois qui vaut 2 bois, car c'est à niveau 2. Donc voilà comment placer ces tuiles paysages, hein. Ça va être vraiment tout le sel du jeu, hein. L'installation de sa péninsule avec le placement des tuiles paysages et des tuiles îlots. Et ensuite, donc on va passer, une fois qu'on aura fait tous ces revenus, à ce plateau rond ici, où c'est vraiment donc la pose d'ouvrier. Donc une fois qu'on a fait la phase A, qui est la phase de revenus, que tous les joueurs l'ont faite, dans ce sens-là, ça sera mieux. Donc voilà, une fois que la phase A a été faite, on va passer à la phase B, qui est la phase action. En commençant par le premier joueur et dans le sens horaire, chaque joueur va jouer une action. Alors pour jouer une action, donc tout va se passer sur ce plateau-là. Vous avez 8 zones, donc qui vont de A à H. Alors, quand vous jouez une action, vous allez donc choisir une de ces zones et vous ne pourrez y aller qu'une seule fois. C'est-à-dire que même si vous avez 2 ouvriers disponibles, si par exemple vous avez déjà mis un jeton ici, lors de votre prochain tour de jeu, vous n'aurez pas le droit de revenir. Voilà. À noter qu'un joueur autre que vous peut très bien venir se mettre par-dessus, il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est que quand un joueur fait une action qui avait déjà été prise, il doit payer une petite pénalité, c'est-à-dire que le joueur rouge ici, on paye toujours au joueur qui est en dessous, c'est-à-dire que le joueur rouge ici va payer soit une pièce, soit un cube de la couleur qu'il veut, hein, une ressource, au joueur jaune. Donc c'est lui qui choisit. Si le rouge ne veut pas payer, jaune va quand même avoir son bonus, il va prendre une pièce ou une ressource de la banque. Et comme rouge n'a pas voulu payer, il aura une petite pénalité, il va prendre une encre sur un de ses bateaux, je vous expliquerai après. Voilà, si par la suite bleu fait la même action, hop, et bien bleu payera la pénalité à rouge. C'est toujours le joueur qui est juste en dessous de vous. Vous avez vu qu'il y a des zones avec des ronds, donc ces zones-là, c'est pour utiliser nos ouvriers ordinaires, et des zones rectangulaires, enfin carrées plutôt, pour nos ouvriers spécialisés. Alors même chose, si vous avez déjà mis un ouvrier ordinaire ici, vous n'aurez pas le droit de revenir dans la même zone, même avec un ouvrier spécialisé. Vous êtes vraiment limité à une action dans chaque zone. Alors en gros, donc les ouvriers ronds, les ouvriers ordinaires, ce sont des actions basiques. Et les ouvriers spécialisés, en fait, l'action est un peu améliorée. Alors, je vais commencer par les zones blanches, hein, un peu plus claires ici. Ce sont les plus simples pour commencer. Donc, je vais commencer par la zone A. Alors déjà, en venant ici, eh ben, vous voyez qu'il y a le petit symbole Cooper que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, en prenant le jeton Cooper, vous devenez le premier joueur pour le tour d'après. Hein, là, pour ce tour-là, le sens ne va pas changer. Ça sera pour le tour d'après. Quand vous venez ici, donc vous avez le droit de faire toute cette partie-là. C'est-à-dire que là, vous irez piocher dans le sac de tuiles, qui est ici. Il y en a un bon paquet. Vous viendrez piocher une tuile, paysage. Ou, c'est la petite barre, vous prendrez une des tuiles paysage qui est déjà devant vous pour la jouer sur le plateau, sur votre péninsule, avec les règles de placement que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et ensuite, donc, vous avancez votre cartographe. Ici, cette zone, la zone C, comme la petite flèche l'indique, vous prenez, c'est la même action, une tuile paysage donc dans le sac, et en plus, vous avez le droit d'en jouer une, pas forcément celle que vous venez de piocher, n'importe laquelle devant vous.
Le E, vous avancez votre marqueur cartographe de 3 crans. Et en plus, vous prenez soit une pièce, soit la ressource de votre choix. L'action G, donc c'est un petit peu comme celle-là, hein. Ici, vous allez prendre soit 2 tuiles du sac, soit jouer 2 tuiles que vous avez devant vous. Voilà. Et si vous jouez un ouvrier spécialisé, et bien en fait, vous voyez que là, il y a un plus. C'est-à-dire que le plus va venir remplacer la barre, c'est-à-dire que ça ne sera pas un choix. Si vous jouez un spécialisé ici, vous allez piocher une tuile et vous allez pouvoir en jouer une. Et ensuite avancer votre cartographe, vous voyez, c'est un plus. Si vous le mettez là, vous allez pouvoir refaire une action d'une tuile îlot que vous avez. Par exemple, tout à l'heure, moi j'avais mis la tuile îlot qui me faisait gagner une pièce, et ben je peux la refaire. À noter que je ne suis pas obligé de faire que mes îlots à moi, je peux très bien choisir aussi les îlots des autres joueurs. Voilà, après pour les spécialisés, je vous expliquerai un petit peu plus tard toutes les actions. Donc voilà comment ça va fonctionner. À noter que quand vous avez un petit dessin dans une action, c'est que le premier joueur, que le premier qui vient, qui va prendre le bonus. Par exemple ici, il n'y a que le premier qui sera premier joueur. Forcément, si quelqu'un revient après, c'est trop tard pour lui. Il va faire toute cette action, mais il n'aura pas le premier joueur. Ça, c'est le plateau joueur. Donc chaque joueur aura exactement le même plateau, avec bien sûr la couleur qui change. Sur ce plateau joueur, on retrouve différents emplacements. Donc l'emplacement de stockage, avec les petits bâtiments, l'emplacement des ateliers de sculpture avec les grands bâtiments, l'avancée de votre cartographe, hein, quand vous gagnerez des niveaux de cartographie, donc vous monterez ici ou vous descendrez si vous les dépensez, votre marché, la forteresse, l'emplacement pour mettre les caisses, je reviendrai là-dessus bien sûr après, et là ce qui nous intéresse surtout, ce sont les ouvriers. Donc cette zone-là, ce sont les ouvriers disponibles. Au début, on commence toujours avec 2 ouvriers disponibles. Et par la suite, on va pouvoir débloquer de nouveaux ouvriers. À savoir que dans ce jeu, vous pouvez vraiment débloquer l'ouvrier que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de commencer par le plus à gauche. Vous prenez vraiment celui que vous voulez. Ils auront bien sûr une spécificité. Les ronds, ce sont des ouvriers basiques, hein. Ils iront dans les actions rondes. Les ouvriers spécialisés, ce sont les carrés. Comment est-ce qu'on débloque un ouvrier? C'est assez simple. C'est ça. C'est-à-dire que pour débloquer un autre ouvrier, il va falloir que je construise des choses, soit de caisses, soit de statues, soit de bateaux, soit de bâtiments. À partir du moment où j'ai fait ça à ce tour-là, imaginons que j'avais fait 2 bâtiments, celui-là, n'importe lesquels, je vais faire glisser cette tuile ici. Si je la mets là, où je veux, en fait, je vais pouvoir débloquer soit un ouvrier classique, soit un ouvrier spécialisé. Si je choisis de la mettre là, je ne vais pas débloquer d'ouvrier, par contre, ça va me rapporter 2 points de navigation. Alors, vu qu'on est sur cette partie-là, je vous explique tout de suite les ouvriers. Si vous débloquez donc, imaginons que voilà, j'ai fait mes 2 bâtiments, je mets ma petite tuile là, et je choisis de débloquer cet ouvrier. Donc il va venir là, il va devenir un ouvrier que je vais pouvoir jouer donc sur le plateau action, le plateau central. Par contre, si je choisis plutôt de faire un ouvrier spécialisé, je vais le mettre donc dans ma zone disponible, mais je vais devoir sacrifier un ouvrier normal qui est encore disponible. Très important, il faut qu'il m'en reste un ici. Si je n'en ai plus, là, je ne peux pas prendre d'ouvrier spécialisé. Il faut vraiment qu'il m'en reste au moins un. Donc je vais venir le sacrifier, c'est-à-dire que lui, je le perds pour gagner le spécialisé qui aura des actions un peu mieux. Mais par contre, il n'est pas tout à fait perdu parce qu'en fait, je vais le jouer sur des objectifs de fin de partie qui sont là. Il y en a 8, c'est toujours les mêmes. Ils me permettent donc de mettre ce jeton sur une des cartes qui est là. À savoir que chaque carte ne peut accepter qu'un seul jeton, qu'un seul ouvrier. Le premier à venir, et ben c'est voilà, il n'y a qu'un seul joueur qui peut faire cet objectif de fin de partie. Alors ils sont tous différents. Par exemple, celui-là me permet en fin de partie,
c'est pour les caisses. Si j'ai construit beaucoup de caisses, si j'ai réussi à construire 3 caisses, je vais gagner 3 points de victoire. Si j'ai réussi à construire 5 caisses, 8 points de victoire. Voilà. Donc en fait, je vous ai dit qu'on sacrifie un ouvrier ordinaire, mais c'est pas vraiment sacrifié puisqu'il me rapportera des points de victoire à la fin de la partie. Mais l'inconvénient, c'est que je ne pourrai pas le jouer pour avoir des actions supplémentaires. La zone B ici me permet de construire un bateau de revenus. Je vous expliquais ça quand j'avais commencé avec la phase revenu. Au début, on a deux revenus que tout le monde a, c'est-à-dire placer un îlot et placer une tuile paysage à chaque tour, sauf si on construit de nouveaux bateaux. Ces nouveaux bateaux me permettront d'avoir de nouveaux revenus. Donc si je viens là, je peux construire un bateau. A noter que si j'étais venu là avec un ouvrier spécialisé, j'aurais eu une réduction, parce que pour acheter des bateaux, pour les construire, il faut les payer avec des pièces et du bois. Donc là, j'aurais une réduction de 2 à faire, je fais ce que je veux, c'est-à-dire que soit 2 pièces en moins, soit 2 bois en moins, soit une pièce, un bois, voilà, je panache comme je veux. Pour construire les bateaux, c'est là que ça va se passer, donc je vais choisir le bateau que je veux. Ils ont tous un revenu différent. Par exemple, celui-là me permet de gagner une pièce. À noter que cette pièce, je la gagnerai à chaque phase revenu, mais je la gagne aussi tout de suite dès que vous construisez le bateau. Dès que je le mets, je gagne le bonus. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, l'iconographie est assez bien faite, je vous montre juste celui-là. Je gagne soit un or, soit un tissu. Alors, chaque bateau a un coût, à savoir que vous choisissez bien sûr l'emplacement. Vous pouvez très bien prendre celui-là si vous voulez. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus cher que les autres. Quel intérêt? Eh bien, tout simplement parce que vous avez de la navigation ici. Je vous expliquerai après la navigation. Mais voilà, vous êtes libre, c'est à vous de choisir ce que vous dépensez. Donc en général, on prend plutôt les premières cases, puisqu'au début de partie, on n'a pas beaucoup de revenus. Par exemple, pour construire ce bateau-là, si j'avais choisi celui-là, il fallait que je dépense 3 ors, enfin pas 3 ors, pardon, 3 pièces d'argent et un jeton de bois. Et ça me donnera tout de suite un navigation. À savoir que si j'avais joué un ouvrier spécialisé, j'aurais une réduction, à panacher comme je veux. Alors, comment est-ce qu'on dépense? Alors, là, c'est un peu particulier dans Cooper Island, c'est ce qui fait un petit peu sa rigueur, je dirais. C'est vraiment particulier ce système de ressources. Donc, nous avons ici une zone marché. Alors, la zone marché, c'est toutes les ressources que nous allons gagner dans la partie. Par exemple, ici, j'ai 2 pièces. La première, c'est parce qu'on débute tous avec une pièce. Et la deuxième, c'est parce que lors de ma phase revenu, j'ai choisi un îlot qui me rapportait une pièce. Donc, j'ai donc 2 pièces. C'est ma zone marché. Ici, vous avez votre zone stockage. La zone stockage, au début, vous avez 5 emplacements. Sur ces 5 emplacements, on peut mettre soit une pièce, vous voyez, c'est rond, soit une ressource qu'on aura eu dans la partie à mettre dans le carré. À savoir qu'on n'a que 5 emplacements. On peut mettre soit des pièces, soit des ressources, mais 5 au maximum. Plus tard, on pourra construire des petits bâtiments qui sont là pour débloquer de l'espace de stockage. Vous en avez aussi un ici d'espace de stockage sur ce bateau. Alors, à savoir que lorsque vous devez dépenser quelque chose, par exemple ici, si je voulais construire ce bateau, il faut que j'ai les ressources disponibles devant moi. C'est-à-dire que là, imaginons que je n'avais pas de réduction, je devais payer 3 pièces et un bois. Il faut que j'ai déjà les 3 pièces soit dans mon marché, soit dans mon espace de stockage, mais à aucun moment je n'ai le droit dans ce jeu, c'est ça il faut bien retenir parce qu'on l'oublie souvent, je n'ai pas le droit de dépenser mon marché, je ne dépense que mon stockage, c'est-à-dire que d'abord il va falloir que je fasse un transfert de mon marché vers mon stockage. Là ici, aucun souci, pourquoi? Parce que j'ai 5 emplacements disponibles, mes 3 pièces, avant de les dépenser, il faut que je puisse les mettre dans mon stockage. Le bois, donc imaginons que j'avais un jeton bois que je vais prendre par là. Imaginons que j'avais déjà un jeton bois dans mon marché. Donc il faut que j'ai de la place aussi de le mettre là. Voilà. Je peux dépenser donc maintenant mes 3 pièces et mon jeton bois pour acheter mon bateau et le mettre ici. À savoir aussi que les ressources, vous pouvez aussi les prendre, c'est l'intérêt. Non, celle-là, je la mets là, j'en ai besoin. Vous pouvez aussi les prendre de votre péninsule. Ici, par exemple, ce cube bois qui est là vaut 2.
c'est-à-dire qu'il vaut 2 bois. Par contre, on ne rend pas la monnaie malheureusement, c'est-à-dire que je vais dépenser mes 3 pièces et je vais dépenser ce cube de bois que je défausse. Il me donne 2 bois, donc je peux construire mon bateau. Par contre, on ne rend pas la monnaie, l'excédent est perdu. Alors, ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que, je vais vous faire un petit exemple très simple pour bien vous faire comprendre. Imaginons que je sois comme ça, que j'avais déjà quelques ressources, voilà, que j'avais déjà ça dans mon stockage, que sur mon plateau, je n'ai plus de bois, donc je ne peux pas prendre du bois là, il faudra forcément qu'il vienne de mon marché. Donc imaginons que je sois comme ça. Je veux dépenser 3 pièces et un bois pour mon bateau. Malheureusement, je ne peux pas, parce que je ne peux pas faire le transfert. Vous voyez ici, je ne pourrais mettre que 2 pièces. Ici, je ne peux pas les mettre dans mon stockage et je n'ai pas le droit de défausser ce que je veux là. Je n'ai pas le droit de m'en débarrasser. Pour m'en débarrasser, il faut forcément payer un coût. Donc là, vous voyez, ça me bloque. Et c'est vraiment particulier dans ce jeu, c'est ce qui fait sa beauté, je dirais aussi, hein. Donc il faut vraiment bien gérer son espace de stockage. Parce qu'à aucun moment, je n'ai le droit de jeter ça. Par exemple, j'ai pas envie, hop, je préfère mettre une pièce. Non, j'ai pas le droit. Pour vous en débarrasser, il faut payer un coût. L'action D qui est ici vous permet d'acheter un bâtiment. Même chose ici, si vous jouez un ouvrier spécialisé, vous avez une réduction de 2 pour l'achat de ce bâtiment. Alors pour les bâtiments, ça va se passer juste ici. Vous avez des petits bâtiments, des grands bâtiments et une forteresse. Le coût des bâtiments est indiqué ici. Petit bâtiment, grand bâtiment et la forteresse. Petite parenthèse, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut sur le plateau au niveau iconographie. Il n'y a pratiquement rien qui manque. Vous cherchez quelque chose, tout est sur le plateau. Franchement, ce jeu pour ça est vraiment très très bien fait. Donc là, par exemple, donc si je fais l'action D qui me permet de construire un bâtiment, je vais choisir le bâtiment que je veux, à savoir que bien sûr les coûts sont différents. La forteresse est beaucoup plus chère qu'un petit bâtiment, par exemple. Alors, ils vont tous fonctionner de la même façon. Je paye leurs coûts. Donc, n'oubliez pas, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le stockage. Il faut que je sois en mesure de le payer soit de mon stockage, soit du plateau, mais en aucun cas je peux dépenser directement du marché, hein. Il faut toujours faire l'étape de le mettre dans le stockage. Donc je paye le coût. Et ensuite, le bâtiment, donc imaginons que je construise un petit bâtiment. J'ai donc payé une pièce de bois et de pierre. Je vais le placer dans ma péninsule et sur une de mes tuiles paysage, mais pas n'importe laquelle. Je dois toujours placer le bâtiment sur la tuile la plus haute. Si jamais il y en a plusieurs, c'est moi qui choisis. Par exemple, ici j'ai 2 tuiles de niveau 2, donc je pourrais le placer soit là, soit ici. À savoir que si je le place là, eh ben, celui-là, il faut que je l'enlève. Pour l'enlever, il n'y a aucun souci, il y a une action gratuite qui me permet de prendre les cubes qui sont sur mon plateau et de les mettre directement dans mon marché. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les actions gratuites. Donc là, hop, je vais mettre, par exemple, mon bâtiment ici. Alors, à quoi ça sert de construire un bâtiment? C'est très simple, hein. Déjà, ça va me faire gagner des points de navigation. Les points de navigation, ce sont les points de victoire. Et ça me permettra aussi de bouger les petits bateaux qui sont là. Je finis sur les bâtiments et je vous parle de la navigation juste après. Et donc, un point de navigation, et ça va me permettre de choisir une carte parmi 4. C'est un bâtiment de niveau 1. Je vais donc aller choisir, hop, ici, je vais piocher dans les tuiles bâtiments. Vous voyez, ce petit symbole niveau 1. 4 bâtiments. Et je vais, bien sûr, les regarder et je vais en choisir un. Les 3 autres, je vais les remettre dessous. Alors en gros, ouais, ces tuiles bâtiments, alors le jeu est en anglais bien sûr, hein, il n'est pas sorti encore en français, vont la plupart du temps me donner un petit bonus. Par exemple ici, j'ai 2 stockages de plus. Et si en plus, à la fin de la partie, ils sont occupés par des jetons jaunes ou des jetons mauves, hein, de l'or ou du tissu, ça me fera gagner un petit point de victoire. Donc les bâtiments sont vraiment importants parce que ça va m'aider et en plus certains me permettent de marquer des points de victoire.
Je peux également construire des grands bâtiments qui sont là. Leur coût sera plus élevé. Par contre, je gagnerai 2 points de navigation et le système de placement est le même, c'est-à-dire que je place toujours sur la tuile la plus haute. Alors là, j'ai pas le choix, puisque bien sûr, j'ai déjà un bâtiment là, donc je serai obligé de le placer ici. Donc, comme action gratuite, celui-là, je vais le mettre, hop, dans mon marché, et ensuite, je vais mettre mon bâtiment ici. Donc, même système que pour tout à l'heure, je vais aller piocher des cartes, sauf que cette fois-ci, je vais les prendre dans ce paquet-là, les grands bâtiments. Alors, en général, bien sûr, les cartes sont un petit peu meilleures. Alors, je vais en prendre 4, même système, et je vais en garder une. Voilà. Alors, en général, les grands bâtiments, voilà, ici, ont une action bien plus forte que les petits. Par exemple, ce bâtiment-là me permet de prendre 3 pièces et de les mettre directement dans mon marché. Et ensuite, quand je l'ai utilisé, donc imaginons que ce soit devant moi, hop, je l'utilise, je prends 3 pièces, je les mets dans le marché, et ensuite, je la retourne pour dire que je l'ai utilisé. Il y a une option, bien sûr, en fin de manche, qui me permettra de détaper mon bâtiment et de refaire l'action au prochain tour. Je vous expliquerai ça juste après. Dernier bâtiment que vous pouvez en construire, c'est la forteresse. Son coût est beaucoup plus élevé, mais il va me donner des réductions lors de la phase C. J'y reviendrai. Ah, et bien sûr, j'ai oublié de vous en parler, mais lui, il vaut 4 points de navigation. L'action F, qui est ici, vous permet soit de déblayer une ruine, soit de construire une statue. Déblayer une ruine, je vous en parlais au début. Les ruines, c'est ça. Alors, pour déblayer une ruine, vous ne pouvez déblayer qu'une ruine qui est adjacente à un de vos paysages. Ici, je n'ai pas le choix, hein, je ne peux déblayer que celle-là. Donc, si je me mets là, je fais l'action déblayer la ruine. C'est-à-dire que je vais prendre la ruine et je vais la placer, très important, dans un emplacement de sculpture disponible. Ils sont là, les emplacements de sculpture. Au début, vous n'en avez qu'un. Donc, je mets la ruine ici, à savoir que si j'avais déjà une ruine qui était là, je ne pouvais pas en déblayer une nouvelle parce que je n'ai pas d'emplacement. Mais vous voyez que, hop, en construisant un grand bâtiment, ça me permet d'avoir un autre emplacement. Les petits bâtiments me permettent d'avoir des emplacements de stockage. Les grands bâtiments me permettent d'avoir des emplacements pour mettre les ruines. Alors vous allez me dire à quoi ça sert les ruines? Eh bien à construire des statues. C'est la deuxième action disponible. Soit vous déblayez une ruine, soit vous construisez une statue. Et là, encore une fois, l'action F ici vous permet, donc si vous y allez, de faire donc une action au choix. Soit vous déblayez une ruine, soit vous construisez une statue. Déblayer une ruine, donc les ruines, c'est ces petits jetons dont je vous parlais tout à l'heure. Pour déblayer une ruine, déjà, il faut qu'elle soit adjacente à une de vos tuiles paysages. Par exemple, ici, la seule ruine que je peux déblayer, c'est celle-là. Donc, si je fais l'action déblayer une ruine, je prends la ruine et je vais la poser dans un atelier de sculpture qui est juste ici. Donc, je mets ma ruine là. À savoir que si plus tard je refais une action de déblayer de ruine, là, je n'ai plus d'emplacement, donc je ne peux pas la faire, je ne peux pas mettre la ruine. Si j'avais débloqué ce bâtiment-là, j'aurais eu un emplacement supplémentaire pour une ruine. Les petits bâtiments vous donnent un emplacement de stockage, les grands bâtiments vous donnent un emplacement de sculpture pour mettre les ruines. Les ruines, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à construire des statues. Je vais la prendre. Une fois que vous avez une ruine dans votre atelier de sculpture, si vous faites cette action, c'est la deuxième ici, l'action construire une statue, vous pouvez construire la statue comme si c'était un bâtiment, en respectant les mêmes règles, en la mettant donc sur la tuile la plus haute de votre péninsule. N'oubliez pas que si jamais j'avais une pile de 3 ici, j'aurais été obligé de mettre sur la pile de 3. Là, j'en ai 2 de niveau 2, c'est moi qui choisis. Hop, par contre, bien sûr, une statue a également un coût qui est indiqué là. Donc, c'est soit 3 bois, soit 3 pierres, soit 2 bois ou 2 or. Et je gagnerai un point de navigation. Dernière action disponible, donc l'action H, qui me permet d'acheter une caisse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une caisse? Tout à l'heure, je vous avais parlé
de ces petites cartes qui sont là. Ces cartes, elles servent à deux choses. Première chose, elles servent à indiquer l'ordre dans quel tour on se trouve. Hein. Par exemple, là, nous sommes au tour 1. Quand nous aurons tous fini, on passera au tour 2, à la fin du dernier tour, donc c'est la fin de la partie. Et donc, ces cartes se présentent ainsi, c'est-à-dire que chaque joueur va mettre, au début de partie, hop, une petite caisse comme ceci, dessus. Et en faisant l'action caisse, je vais choisir une des cartes qui est présente. Hein, je ne suis pas obligé de prendre celle où il y a le joueur. Hein. Je peux très bien, par exemple, si on était au tour 3, prendre soit celle-là, celle que je veux en fait, hein, même celles qui sont déjà passées. La seule nécessité est que je n'ai plus de caisse dessus. Par exemple, si j'avais déjà acheté cette caisse-là, vous voyez bien que là, celle-là, je ne peux plus l'acheter une deuxième fois, puisque ma caisse n'y serait plus. Le petit jeton blanc me donne une réduction également de 1. Imaginons que je veuille acheter celle-là. Pour l'acheter, il faut que je paye 6 tissus et 2 ors. Ça me donnera 2 points de navigation et je récupérerai ma caisse. La caisse, en fait, je l'enlèverai donc de cette carte et je la placerai sur mon plateau dans l'emplacement caisse qui est ici, juste là. Et vous allez me dire à quoi sert une caisse? Eh bien tout simplement, la caisse, c'est une action gratuite, c'est marqué là. Les actions gratuites, c'est celles que vous pouvez faire n'importe quand dans votre tour. Par exemple, une caisse me permet d'aller piocher une tuile dans le sac, de poser une tuile double face, d'avancer mon cartographe de 2, de gagner 2 pièces, ou d'avoir 2 ressources au choix. Par exemple, cette caisse, si je l'utilise ici comme action gratuite, me permettra de prendre 2 pièces et de la mettre dans mon marché. Donc vraiment, les caisses, c'est très très important. N'oubliez pas que le petit bonhomme qui indique le tour vous donne aussi une réduction de 1. Par exemple, si le bonhomme était sur cette carte, j'aurais eu soit 1 or à payer et 6 tissus, soit 5 tissus et 2 ors. Voilà. Et pour savoir que j'ai utilisé la réduction, il n'y a que le premier joueur qui peut l'utiliser. Hop, on le descend. Et il sera remonté au tour suivant. Alors, je vais vous parler maintenant de la navigation. La navigation, donc vous pouvez naviguer à partir du moment où vous gagnez des points de navigation. Alors les points de navigation, on peut les gagner, je vous l'avais dit tout à l'heure, quand on construit des bâtiments, quand on construit des statues, et puis voilà, à différents moments de la partie, on peut gagner des points de navigation, hein, sur les bateaux aussi. Comment fonctionnent les points de navigation? Imaginons que j'ai un point de navigation. Je vais choisir donc un de mes 2 bateaux qui sont disponibles. On a tous les mêmes. On a un bateau à une voile qui se déplace dans le sens horaire de mon île et le bateau à 2 voiles qui se déplace dans le sens anti-horaire. Un point de navigation correspond à un banc de sable. Par exemple, ici, 1, ça m'amènera ici. Et chaque avancée me rapportera un point de victoire à la fin de la partie. En fait, les points de navigation, ce sont les points de victoire. Alors, petite subtilité aussi, l'intérêt des îlots, c'est que, imaginons que j'avais 2 points de navigation, je choisis, donc au lieu de déplacer celui-là, de déplacer le bateau à 2 voiles. Vous ne pouvez pas dépenser vos points sur 2 bateaux différents. C'est-à-dire que si j'ai 2 points, je suis obligé de mettre 2 points sur le même bateau. Je ne peux pas faire un point lui, un point lui. D'accord? Très important. Donc là, j'ai choisi 2 points sur lui. Je fais d'un banc de sable, 1, et ensuite jusqu'au prochain banc de sable, 2. Alors le banc de sable, c'est tout ça, hein, c'est-à-dire que je vois là ou là, c'est la même chose. Hein. Par contre, vous avez vu que là, j'ai sauté un îlot. Et ben c'est l'avantage des îlots, c'est-à-dire que quand vous les placez déjà, vous gagnez ça, mais quand vous les sautez également, vous allez regagner le bonus. Par exemple ici, j'aurais gagné une pièce d'or. À savoir que mon petit bateau, si je joue bien, et ben il va continuer à se déplacer au cours de la partie, top, 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 hop. S'il arrive ici, je vais prendre une petite carte, un petit token livret de bord qui me permettra de gagner des bonus différents. Par exemple ici, je gagnerai un point de victoire, une pièce d'or, pardon.
Je vais également conserver ces livrets de bord à côté de mon plateau parce qu'ils me serviront à compter mes points de victoire à la fin de la partie. Si mon bateau continue d'avancer, imaginons que le joueur ici avait construit, hop, bon là c'est bien sûr pas possible, on va imaginer que sa péninsule soit construite. Imaginons qu'il avait construit des choses comme ça, hein. Je vous rappelle qu'à aucun moment on a le droit de complètement remplir un banc de sable, il faut toujours qu'une partie soit visible. Donc imaginons que ce soit comme ça. Et ben quand je vais continuer, parce que je continue aussi chez mon adversaire, quand je vais sauter l'îlot, je vais également prendre le bonus. Donc tout de suite ici, ça me fait avancer mon cartographe de 1. Donc voilà comment fonctionne la navigation. Je vous avais parlé des jetons encre tout à l'heure qui sont en fait des malus. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous ne pouvez pas payer un coup, ou que vous ne voulez pas, puisque vous avez toujours le choix, vous allez prendre des jetons encre qui sont ici. Là. Et bien en fait, ces jetons encre, vous, quand vous en avez un, vous êtes obligé de le mettre sur un de vos bateaux. Toujours sur le bateau qui a le moins d'encre. Alors là, ici, j'en ai pas, hein, donc je peux le mettre sur celui que je veux. Si plus tard, par exemple, celui-là avait une encre et que je devais placer une autre encre, je l'aurais forcément placé sur celui-là. À quoi servent les encres? Malheureusement, chaque encre, pour déplacer un bateau, je suis d'abord obligé d'enlever l'encre. Chaque point de navigation enlève une encre. Imaginons que j'avais un point de navigation et que je veuille faire bouger ce bateau, et je ne peux pas. Le premier point de navigation, je suis obligé de le dépenser pour enlever l'encre. Comme je n'en avais qu'un, je ne peux plus bouger. Par contre, si j'avais 2 points de navigation, mon deuxième point m'aurait permis de faire ça. Nous allons maintenant donc passer à la troisième phase, hein. Donc phase de revenu, phase d'action, la phase C qui est en fait la phase d'entretien. Déjà, on va commencer par la petite marmite qui est là, c'est-à-dire qu'on va devoir payer nos ouvriers. De base, on doit payer 2 nourritures, parce qu'en fait, ça correspond aux 2 ouvriers qu'on a en début de partie. Si vous débloquez d'autres ouvriers, vous rajoutez tout. Par exemple ici, 2 plus 1, je dois payer 3 nourritures. Si j'avais celui-là aussi, 4. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que quand vous débloquez un ouvrier, vous êtes libre, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Vous pouvez très bien prendre celui-là si vous voulez. Il coûte 2 nourritures à nourrir, hein, donc c'est moins intéressant. Par contre, au moment où je le débloque, j'ai un point de navigation. Donc des fois, voilà, ça dépend, il me faut absolument un point de navigation, donc c'est peut-être cet ouvrier que je vais débloquer, plutôt que celui-là. Mais bon, c'est vraiment, voilà, c'est un choix. Donc vous payez la nourriture, chaque nourriture que vous ne pouvez pas payer vous met une encre, hein, à mettre sur vos bateaux, ce sont les malus. Alors ensuite, ici tout à l'heure je vous avais parlé des caisses. C'est-à-dire que votre caisse, qui m'avait permis moi tout à l'heure, je l'avais mise là, de gagner 2 pièces. Si je paye une pièce, je peux remettre ma caisse là et je pourrai l'utiliser au tour d'après. Si je ne paye pas, cette caisse restera là et le tour d'après, je ne pourrai pas l'utiliser puisqu'elle n'est pas disponible. N'oubliez pas, très important, que pour payer un coup, il faut bien sûr que vous ayez vos ressources dans le stockage. Alors ici, ça ne pose pas de problème, je peux très bien faire le transfert ici et défausser ma pièce. Mais si tout était plein avec des ressources et que je ne puisse pas mettre de pièces, je ne peux pas le faire. Ici, tout à l'heure, je vous avais dit que les bâtiments niveau 2, voilà, j'avais pris celui-là qui me permettait par exemple de gagner 3 pièces si je le flippais. Et bien là, je peux le retourner. Par exemple, si je l'avais utilisé, hop, je l'enlève, je le remets en payant 2 pièces. A noter que si vous avez construit la forteresse, vous voyez que tout ce que vous devez payer pour ces 2 actions-là, c'est gratuit. Vous retournez vos caisses gratuitement et vos bâtiments aussi gratuitement. Pas la peine de payer, c'est magique. Ensuite, si vous aviez construit des statues, pour chaque statue construite, vous allez gagner un point de navigation. Ça sert à ça, les statues. Ici, si vous avez construit à cet emplacement-là, sur les 3 cases qui sont tout en haut de votre péninsule, hein, il faut d'abord bien sûr avoir déblayé. Si ces 3 tuiles sont occupées par des cases paysages, vous allez gagner un point de navigation. Ensuite, ici, ça veut dire tout simplement qu'on récupère tous les ouvriers qu'on a joués sur le plateau central, hein, le plateau d'action.
Ici, très 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 important, je vais perdre tout ce que j'ai au marché. Bien sûr, avant, je peux faire des transferts. Là, je n'aurai pas de souci parce que j'ai 2 pièces, donc ces 2 pièces, je vais les mettre là. Par contre, imaginons que j'avais tout ça dans mon marché, avec mes 2 pièces, je vais être obligé de faire un choix. Je ne pourrai pas tout emmener avec moi, puisque je n'ai que 3 emplacements libres. Donc je vais choisir ce que je veux, hop, et malheureusement l'excédent sera perdu. Donc très important, à la fin de chaque tour de jeu, tout ce que vous avez au marché est perdu. Il faut absolument le mettre en stockage. Et ensuite ça veut dire tout simplement qu'on avance le petit jeton blanc qui était là. Donc imaginons qu'on soit au 3e tour, je le redresse et on serait donc au 4e tour. Alors je vais finir donc sur les actions gratuites. Les actions gratuites, c'est le petit sablier, hein, il y en a pas mal sur le plateau. Les actions gratuites, donc vous pouvez les faire à n'importe quel moment pendant votre tour, ou même quand vous jouez simultanément. Voilà, vous êtes libre. La seule petite règle, c'est que ça ne doit pas interrompre une action. Vous la faites soit avant, soit après une de vos actions. Alors la première qui est ici, c'est que vous pouvez transférer ce que vous avez de votre marché vers un emplacement de stockage libre. Vous pouvez aussi, d'ailleurs je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure, quand vous avez un jeton là, le prendre et le mettre dans un emplacement de stockage. Par contre, ici, si je le laisse sur mon plateau, il est sur un niveau 4. Donc il vaut 4 nourritures. Malheureusement, si je le mets ici, il ne vaut plus qu'un. Vous voyez la différence entre sur une tuile ressource et sur le plateau de stockage. C'est pas du tout la même chose. L'intérêt, c'est de le laisser là en général. Comme action gratuite, vous avez aussi donc le cartographe que je viens d'évoquer. Vous avez des actions d'échange, alors là c'est assez classique, hein. Vous dépensez 2 tissus pour gagner une pièce, 2 ors pour gagner la ressource au choix, ou 4 de ce que vous voulez pour gagner l'équivalent. Voilà, c'est 4 contre 1, c'est-à-dire 4 ressources que vous voulez contre une pièce, ou 4 pièces contre la ressource que vous voulez. Voilà, c'est assez basique. Ce que j'adore dans ce jeu, c'est la fin de partie, parce que les points de victoire, ça va vraiment très très vite. Voilà, comment est-ce qu'on compte les points, c'est vraiment très rapide. On a une petite carte comme ça de scoring de fin de partie. Tout simplement, on va d'abord regarder les petits livres de bord que vous avez gagnés. Hein, je vous rappelle que tout à l'heure, quand on a fait de la navigation, on a gagné des livres de bord qui sont indiqués là. Quand vous allez dans le port d'un adversaire, vous avez aussi un petit livre de bord. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, quand vous atteignez un port, vous devez payer une ressource ou une pièce à ce joueur. Si jamais vous allez dans votre port, si vous faites un tour complet, hein, je n'ai jamais fait, mais ça peut peut-être arriver, si vous faites un tour complet, vous devez payer à la banque. Alors donc, chaque livret de bord comme ça, chaque livre de bord vaut 5. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, l'écart qu'il y a toujours entre un livre de bord et l'autre, c'est toujours 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, même s'il y a des îlots, ça fera toujours 5. Je vais mettre des îlots pour vous montrer, puisque c'est pas facile à comprendre. Alors bien sûr, je fais n'importe quoi, j'ai pas le droit de les placer comme ça. Hein. Mais imaginons, là, pour me déplacer, j'aurais fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, la distance entre deux ports est toujours 5, c'est-à-dire que ça, on les conserve tout simplement pour aller plus vite. Imaginons que j'en ai 3, ça me fait 15 points de victoire. Par contre, si mon petit bateau était là, eh ben, j'aurais eu 15, auquel j'aurais ajouté 2 points, parce que j'ai dépassé un autre port. Vous voyez, 2 points de plus. Donc là, ça m'aurait fait 17. Ensuite, donc voilà, c'est cette histoire-là que je vous expliquais. Hein. Donc 5 points par livre de bord, plus 1 point par case dépassée en plus. Ensuite, on va regarder les objectifs de fin de partie que je vous avais expliqués. Alors, ils sont assez variés. Je vous les montre. Allez, hop, c'est parti. Celui-là, c'est les caisses, les bateaux de revenus. Celui-là, c'est un peu particulier. Il faut que vous ayez des tuiles de niveau 5. Voilà, c'est le nombre de tuiles de niveau 5 que vous avez. Celui-là, il faut avoir construit le maximum de votre péninsule. Il ne faut pas avoir d'emplacement vide. Hein. Plus vous avez construit, plus vous gagnez de points de victoire.
Celui-là, en fait, il vous permet de choisir une carte qui avait été occupée par un joueur et de scorer. Par contre, vous scorez un petit peu moins. Celui-là, vous comptez votre plus grand réseau d'un même type. Par exemple, un type producteur. Alors, les types producteurs sont les mines, les forêts ou les prairies. Pas les colonies. Les colonies ne produisent pas. Donc, vous comptez voilà, toutes vos colonies qui sont reliées. Toutes vos colonies, pardon. Toutes vos tuiles productrices qui sont reliées. Par exemple, toutes les forêts. Si vous avez 5 forêts qui sont adjacentes, enfin qui sont reliées, vous gagnez donc ici 3 points de victoire. Ici, c'est le nombre de statues que vous avez faites, et là, le nombre de bâtiments, quels qu'ils soient. Ensuite, c'est pratiquement fini. On va regarder ici les points donc, de certaines cartes bâtiments qui ont certains points. Et là, après, bon, bah, ça, c'est vraiment, voilà, c'est ridicule, c'est des points de victoire pour ce qui vous reste. 5 ressources qui vous restent, ça peut être des tuiles, des sous, des cubes, ou des tuiles uniques, un point de victoire. Et chaque encre que vous avez à la fin, si elles sont encore sur vos bateaux, si vous ne les avez pas enlevées, vous enlèvera un point. Voilà, donc si vous hésitez sur Cooper Island, moi je vous conseille franchement d'y aller. Ce jeu est génial. Par contre, très 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 velu. Il fait vraiment mal à la tête. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Des fois on s'éternise. Mais c'est tout bon. Voilà, merci beaucoup.